Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, le premier d'une année pour laquelle nous vous présentons tous nos vœux ainsi qu'au public de l'école alsacienne, puisque nous sommes pour cette première conversation de l'année en public à l'école alsacienne, comme nous le sommes une fois par mois grâce à l'hospitalité de l'école. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Richard Verly, correspondant en France de Blick. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment vivre plus léger ». Il est ainsi chapeauté à l'aube de cette nouvelle année dont on ne peut qu'espérer qu'elle fasse oublier la précédente et son cortège de mauvaises nouvelles, guerre, inflation, canicule, sécheresse. Il peut paraître incongru de s'intéresser à un thème qu'on imagine volontiers synonyme de frivolité. Il dit pourtant quelque chose de notre société, marquée par la quête du confort matériel, de l'innovation technique et de loisirs toujours plus aériens, si bien qu'on a pu parler, à la suite de Gilles Lipovetsky, de civilisation de la légèreté. Ce numéro se penche sur différents aspects du phénomène de l'intérêt grandissant porté aux jeunes jusqu'aux tendances minimalistes, sans négliger ce que ces utopies light peuvent avoir d'ambigu. Nous mettrons en ligne mercredi les échanges avec le public de cette émission en public et nous remercions très chaleureusement celles et ceux d'entre vous qui nous ont envoyé leur soutien et qui l'ont accompagné très souvent d'encouragements toniques qui nous sont très sensibles. Ce podcast vit de vos contributions et de quelques sponsors, et nous sommes très heureux de pouvoir, pour la 6e saison consécutive, constater qu'il touche incessamment de nouveaux auditeurs et de plus en plus d'auditeurs conscients de l'importance de leur soutien. Nous allons maintenant nous intéresser au premier de nos deux sujets, celui des colères sociales, de la gynéjonisation, etc. À ce jour, les syndicats font front commun contre les projets de réforme des retraites et le report de l'âge légal de départ. Après la grève de cet automne des salariés des raffineries de pétrole, celle des contrôleurs de train au moment des fêtes et aujourd'hui celle des médecins libéraux et ses conséquences sur l'engorgement des services d'urgence à l'hôpital, avec le retour annoncé ou fantasmé des gilets jaunes partout en France, le climat social dans un contexte d'inflation et donc de baisse du pouvoir d'achat est devenu inflammable, d'autant que nombre de services publics sont défaillants, notamment ceux de la santé et des transports. Le maintien d'un bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité permet de contenir les factures d'énergie des ménages, et si l'inflation vient de connaître 2 mois consécutifs de baisse en Europe, la hausse des prix des produits alimentaires se poursuit et le chômage pourrait remonter de son faible niveau actuel en raison du ralentissement de la croissance. Contexte compliqué donc pour faire accepter une réforme des retraites à laquelle 2/3 des Français se disent opposés. À quelques jours de la présentation de cette réforme, mardi prochain, l'exécutif a poursuivi son opération de déminage. La Première ministre a indiqué le 3 janvier le retrait de la partie controversée du décret sur l'assurance chômage qui prévoyait de réduire de 40% la durée d'indemnisation lorsque le taux de chômage passerait sous la barre de 6% de la population active. Elisabeth Borne a précisé que 65 ans n'était pas un totem et que d'autres solutions peuvent permettre d'atteindre l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Fin de citation. Il pourrait s'agir d'un rehaussement à 64 ans de l'âge du départ, doublé d'une accélération de la réforme Touraine, pour arriver à 43 annuités de cotisation. Mais les syndicats, après avoir été reçus à Matignon et une bonne partie de l'opinion publique, restent vivement opposés au projet du gouvernement. Le directeur général opinion de l'IFOP, Frédéric Dabi, a indiqué sur Europe 1 le 2 janvier que seuls 22% des Français soutiennent un âge de départ légal à la retraite fixé à 65 ans. Le même jour, sur France Inter, le directeur général délégué d'Ipsos France, Brice Teinturier, a constaté, je cite, que 36% des Français disent appartenir à une France en colère et plus de 50% se disent mécontents. Fin de citation.
Rien n'assure toutefois que cette contestation se traduise dans la rue et pour cause. Le contexte actuel n'est pas très favorable à des dynamiques collectives, juge le patron d'Ipsos. La FSU appelle l'ensemble des agents et agentes, mais c'est écrit en écriture inclusive et je ne sais pas comment on lit l'écriture inclusive autrement qu'avec cette complication qui est censée simplifier. L'ensemble des agents et agentes concourant au service public d'éducation à une journée d'action le 17 janvier pour les salaires et la retraite. Côté parti politique, la France Insoumise appelle à une marche pour nos retraites à Paris le 21 janvier prochain, jour anniversaire de la mort de Louis XVI. Sur cette question, Merci Philippe. Je voulais commencer en signalant ce paradoxe, c'est qu'on ne cesse de parler aujourd'hui de gilet jaunisation de notre vie démocratique et qu'on l'a constaté hier, les gilets jaunes n'ont pas fait le plein lorsqu'il s'agit de manifester. Une manifestation de 2000 personnes à Paris, 4000 peut-être sur l'ensemble de la France, mais dans le même temps, cette question de la gilet jaunisation renvoie évidemment à quelque chose d'autre que la manifestation. Elle renvoie au malaise traditionnel entre les Français, la société française et ceux qui les gouvernent. On nous dit que c'est un mal français depuis maintenant des années. Moi, depuis que j'ai fait mes études, ça fait un certain temps, je n'entends parler que de ça. Le malaise entre les élites et la société. Et la question est au fond, est-ce qu'il a franchi un nouveau cap, une nouvelle étape avec ce terme de gilet jaunisation? Il me semble donc que ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'intéresser à cette question du lien abîmé entre la société et les institutions, alors même que et les Français et ceux qui les dirigent disent qu'ils ont un objectif commun, sauver le modèle social français. Pourtant, la colère, comme vient de le dire Philippe, monte et le sentiment est que, au nom du sauvetage du modèle social français, au fond, on nous vend des réformes qui vont aller vers le moins social, vers le moins disant et peut-être vers l'accroissement des privilèges. Est-ce que, comme le dit, je ne sais plus si c'est Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Martinez, est-ce que Emmanuel Macron reprend le risque, au moment de ce début de deuxième mandat, d'être le président des riches? C'est au fond quelque chose qui est dans l'air du temps. Deuxième chose qui me semble importante à dire par rapport à ce que vient de signaler Philippe, la question d'un modèle qui craque, et ça Emmanuel Macron l'a reconnu, modèle qui craque sur le plan de la santé, alors même que le quoi qu'il en coûte depuis 2020 a assuré au fond l'idée qu'il fallait préserver des biens communs en France, la santé, les services publics, un modèle qui n'a donc pas été réparé par le quoi qu'il en coûte. Comment allons-nous faire par rapport à cette question des services publics et au sentiment qu'aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, le modèle social, au fond, est aujourd'hui attaqué et que dépenser ne suffit pas lorsqu'il s'agit, au fond, de préserver ce modèle et de préserver ce qui fait la cohérence de notre société. Ça me semble une deuxième question très essentielle. Troisième point, enfin, il s'agit de se situer à la fois dans le temps social et politique. Plusieurs observateurs nous disent, au fond, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a réussi à éviter le troisième tour social, c'est-à-dire qu'il a pu avoir une sorte de frénésie de réforme sans troisième tour social. Aujourd'hui, ce qui le menace, c'est directement ce troisième tour social, avec, comme le disait Philippe, le jour de la mort de Louis XVI, une manifestation contre la réforme des retraites qui réussit à avoir un front syndical uni, y compris du côté de la CFDT, qui ne cesse de répéter que Laurent Berger l'a dit très clairement, au lendemain même de l'élection d'Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat, il a dit fortement que Emmanuel Macron devait tenir compte de ceux qui avaient voté pour lui, non pas au nom de ses idées, mais contre Marine Le Pen. Donc on est dans cette situation aujourd'hui, ce troisième tour social réussit un front commun auquel on n'aurait pas pensé lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Quatrième point enfin, et là-dessus je crois que c'est un point très préoccupant, on ne cesse de nous dire que ce qu'il faut, c'est ressusciter les corps intermédiaires. Qu'au fond, ce qui manque aujourd'hui entre les dirigeants et la société française, ce sont des syndicats, ce sont des associations, ce sont des territoires, ce sont des élus qui réussiraient à faire le lien entre ceux qui sont au sommet, dans un pays très centralisé, et la société. Or, nous avons vu avec la grève des contrôleurs de la SNCF, ou avec la grève des ouvriers des raffineries, nous avons vu que les corps intermédiaires, les syndicats, aujourd'hui n'arrivent plus à représenter ce qu'ils pensent représenter. Du côté notamment des syndicats de la SNCF, ce qui me semble être un point très intéressant parce que la SNCF reste un bastion syndical dans lequel la participation aux élections reste beaucoup plus importante que dans le reste des organisations et des entreprises. Du côté de la SNCF, au fond, la CGT comme Sudrail ont été dépassés par le mouvement des contrôleurs. Pourquoi ? Parce que depuis des mois, voire des années, les contrôleurs signalaient qu'ils avaient un problème de revendication en termes de qualité du travail et de niveau de rémunération, mais que l'institutionnalisation
où, j'allais dire, le corporatisme de certains syndicats qui doivent représenter l'ensemble de ceux qui travaillent dans les institutions est aujourd'hui très forte, et que le défaut de représentativité n'existe pas seulement au niveau des élections, mais existe aussi lorsqu'il s'agit de capter ce qui est important. Nous sommes donc dans une situation où ceux qui se disent corps intermédiaires n'ont plus la capacité à représenter, alors même qu'à l'Assemblée nationale, nous assistons en permanence à des batailles rangées. Qui représente aujourd'hui les Français? Qui peut les représenter? C'est un point essentiel, et ça renvoie la responsabilité à l'ensemble du système politique et non pas au seul Emmanuel Macron. Richard Verly. Alors, je crois que la réforme des retraites qui sera annoncée mardi 10 janvier, elle est de ce point de vue un très bon miroir. Parce que, à mon sens, il y a 3 fautes qui expliquent largement l'impossibilité de surmonter le malaise social dont parle Lucile. La première faute, c'est que, et là je peux le dire un peu vu de l'étranger, avec un peu de distance, visiblement, ni Emmanuel Macron, ni Elisabeth Borne, ni le gouvernement n'ont trouvé de bons arguments pour convaincre. Et ça, c'est quand même très problématique quand on fait de la politique sur un sujet aussi essentiel que les retraites. Je signale qu'en Suisse, par exemple, il y a eu des votations sur les retraites. Les Suisses ont été convaincus, vous me direz que les Suisses ne sont pas les Français, mais ils ont été convaincus de repousser l'âge de la retraite. Mais ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils sont disciplinés et, je dirais, les yeux rivés sur les finances publiques. Ils l'ont fait parce que le gouvernement les a convaincus. Et là, je crois qu'il y a un problème véritablement d'arguments. Et tant que le gouvernement, et là, on peut élargir au-delà des retraites, tant que le gouvernement n'aura pas trouvé de solides arguments pour défendre ces réformes, et des arguments qui sont défendables au-delà de son précaré, de sa majorité parlementaire, je ne vois pas comment cette colère sociale peut s'apaiser. La deuxième chose, c'est la méthode. Et là, Lucile en a parlé. Alors peut-être y a-t-il cette difficulté supplémentaire aujourd'hui de syndicats qui sont débordés, mais même en imaginant que les syndicats ne soient pas débordés, clairement, ce gouvernement n'a toujours pas trouvé les moyens de fonctionner avec les partenaires sociaux désignés. Alors est-ce que c'est la faute du gouvernement, la faute des partenaires sociaux? Là, je pense que c'est un débat en soi, mais ce qu'on aurait pu espérer, c'est-à-dire la mise en place quand même lors d'un deuxième mandat d'une méthode de discussion avec les partenaires sociaux, sachant que le premier mandat avait prouvé qu'Emmanuel Macron avait fait une grave erreur en les ignorant, eh bien, cette méthode, elle est toujours pas au rendez-vous. Et enfin, la troisième chose, c'est les solutions. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, et ça a été le cas sur l'assurance chômage, c'est le cas sur l'hôpital, enfin, la santé plus exactement, avec les annonces qui ont été faites, et on verra ce que c'est sur la retraite. C'est-à-dire que ce ne sont que des solutions partielles. Au fond, ce ne sont que des pansements. Moi, je vais vous donner un seul exemple qui m'a fait sursauter quand je l'ai entendu. C'est quand Emmanuel Macron annonce qu'à la tête des hôpitaux, pour simplifier, on va mettre des tandems. C'est quand même un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est supposé simplifier, rendre plus efficace l'administration. Il annonce qu'il y aura désormais des tandems avec un administratif et un médecin. Donc, tant qu'il n'y aura pas ni des arguments, ni des solutions qui apparaissent crédibles, je pense que le malaise social est là pour durer et pour s'envenimer. Et pour l'instant, malheureusement, sur ces deux fronts, je ne vois pas d'éclaircie. Béatrice Gibelin. Oui, mais moi je suis frappée par ce discours constant. Les Français sont en colère. Tout le monde est en colère. Les médecins sont en colère, les enseignants sont en colère. Voilà, on est en colère. Et puis le deuxième thème qui vient sans arrêt, c'est la peur. On a peur du déclassement, on a peur de l'immigration, on a peur. Voilà. Faut s'abriter derrière des frontières. On a peur évidemment du réchauffement climatique. Colère et peur, deux termes qu'on a comme ça constamment. Et puis dans le même temps, eh bien, on n'a pas véritablement de très forte mobilisation. On a eu la mobilisation dans les raffineries de pétrole, ça a fait du bruit parce qu'il n'y avait plus d'essence dans les stations, mais c'était très peu de gens qui se mobilisaient. C'est toujours pareil, il y a ceux qui arrivent à se faire entendre parce qu'ils sont à des endroits stratégiques et ça gêne tout le monde, donc comme les contrôleurs de la SNCF au moment du week-end de Noël, puis il y a ceux qui sont en colère, mais il ne se passe pas grand-chose. Et on nous annonce effectivement une mobilisation massive. Elisabeth Borne a réussi à faire l'unité entre tous ces syndicats qu'il n'y avait pas eu depuis 17 ans. Voilà, quelle prouesse. Moi, j'attends de voir. Parce que là, il y a un pari.
il y a un pari de la part des syndicats qui battent le tambour en disant « Oh là là, on va mettre tout le monde dans la rue. Attention, hein, on va mettre tout le monde dans la rue. » Mais les syndicats, ça vient d'être dit 2 fois, ils ont de moins en moins de prise sur l'ensemble des salariés. Je veux dire, si on a eu les conducteurs de la SNCF, c'est bien parce que effectivement, la CGT et d'autres, même Sudrail, qui est né sur un mouvement de contestation et qui a pu réussir à passer aux syndicats. Depuis la réforme Bertrand en 2008, c'est un peu plus compliqué, mais c'est né de ça. C'est né d'une base avec déjà des syndicats qui n'arrivaient pas à rendre compte de ce qui se passait réellement. Donc, moi, je veux bien que les syndicats arrivent à mobiliser tout le monde. Mais franchement, j'y vois une contradiction avec le fait qu'ils pèsent de moins en moins lourd. Alors on dit, même Laurent Berger. Bah oui, mais Laurent Berger, il a eu un congrès à la CFDT qui a dit très clairement, la base lui a dit, pas question de bouger les 62 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il faut bien qu'il suive ses troupes. Il est quand même le responsable et le porte-voix de ses propres troupes. Donc il ne peut absolument pas aller à l'opposé de ça. Je me signale qu'il y a des élections dans pas très longtemps et qu'il n'a pas forcément envie que ça se passe très mal. C'est un pari aussi, j'allais dire, pour LFI et la NUPES, parce qu'ils annoncent le 21 janvier, grande manifestation, annoncée déjà depuis mi-décembre. Les syndicats ont dit, attention, marchez pas sur nos plates-bandes, vous mêlez pas de nos affaires. Donc nous, de toute façon, pas de convergence des luttes avec vous. Qu'est-ce que ça va donner le 21 janvier ? Les socialistes, ils y vont d'une jambe, mais pas des deux. Ils essayent d'être un peu prudents là-dessus. Bon. Et troisième pari, celui du gouvernement, qui dit, au fond, moi je fais le pari qu'il n'y aura pas une si grosse mobilisation que ça. On va avoir un accord avec LR, on va essayer de faire passer ça rapidement, puis une fois que ce sera derrière nous, eh bien les choses retomberont. Alors on me dira, mais il y a tellement d'autres colères. Vous dites les médecins libéraux sont en colère, tous les syndicats n'étaient pas d'accord. C'est une partie des médecins libéraux, c'est la médecine de demain, les médecins de demain qui étaient en grève. Moi, je voudrais rappeler une chose, 2, et puis je m'arrêterai. La première, c'est que si on manque beaucoup de médecins, c'est que ce sont les médecins qui, après 68, ont imposé un numerus clausus au gouvernement avec une réduction massive, mais vraiment massive. Réduction que le gouvernement n'a pas totalement acceptée, parce qu'il voulait que ce soit 4000 étudiants. On est resté à 9000 étudiants. Si on manque de médecins, c'est parce que des médecins n'ont pas voulu partager le gâteau de la sécurité sociale. Il faut quand même le dire et le redire. Deuxièmement, parce qu'ils refusent, de donner des actes de base à des infirmiers, comme le vaccin. Et ils sont encore vent debout contre ça. C'est-à-dire qu'on reste sur une médecine dite libérale, qui est totalement financé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par nos impôts. Jean-Luc Bourlange. Oui, ce que vient de dire Béatrice est très juste. Le numerus clausus a été en fait le produit des milieux syndicaux médecins, pour les raisons qu'elle a indiquées, et de Bercy, qui voyait évidemment un grand avantage en réduisant. Donc ça a été la combinaison d'une pathologie sociale et d'une pathologie étatique, très française. Moi, je crois effectivement que toutes ces affaires-là sont le reflet d'une aggravation de toutes les pathologies françaises. La première pathologie, c'est la nostalgie. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui devient très dur, où il faut travailler plus, où il faut travailler mieux, où il faut relever un certain nombre de défis. Et je pense que derrière cette obsession du maintien à 62 ans et, si possible, du retour à 60 ans de la retraite, il y a vraiment le syndrome de Faust disant à Marguerite « Reste encore un instant, tu es si belle ». C'est-à-dire les temps anciens doivent rester, doivent demeurer. On a eu des moments qui étaient pas trop mauvais. On nous dit qu'on a été privilégiés. C'est pas vrai. On avait un semblant d'équité et on s'éloigne. On s'éloigne de ça que notre heure, qui lui dit que notre heure fut si proche et sitôt se perdit. La deuxième pathologie, c'est que donc les temps sont difficiles. C'est quand même important. On travaille moins longtemps que les autres. Et le symbole de ça, c'est le commerce extérieur.
Moi, je crois qu'on cherche des arguments. C'est un argument qui n'est pas très populaire, mais qui est fort. Le commerce extérieur, le déficit commercial français signifie une chose, c'est que nous consommons plus que nous ne produisons. Comme il est structurel, on consomme plus structurellement que ce que nous produisons. Il est évident qu'il faut rétablir cet équilibre, pas seulement par la quantité de travail, également par la qualité de travail, d'où les deux piliers, le temps de travail, la retraite, les 35 heures, etc. Et le second pilier, la formation, l'éducation, la recherche, le défi scientifique, etc. Mais là, il y a quelque chose auquel nous sommes confrontés et en réalité, le président de la République a hésité. Au moment du Covid, il a plutôt décrit les sans-fleurs que la lutte pour la vie. Et puis après, notamment après son élection, il s'est engagé dans des discours, mais qu'il n'a pas poussé, à mon avis, suffisamment fortement, sur l'idée que il va falloir travailler, il va falloir se remuer, il va falloir effectivement agir parce que ce ne sera pas facile. La deuxième pathologie, c'est qu'en France, si j'ose dire, l'argent n'a pas de prix. C'est très simple. Il faut l'argent, c'est une valeur qui n'existe pas aux yeux des Français. Ça pousse dans les arbres, etc. Et alors évidemment, ce qui s'est passé avec le quoi qu'il en coûte, quelles que soient les justifications indiscutables du quoi qu'il en coûte des dernières années, fait que cette tendance s'est absolument accrue. Regardez par exemple le discours de Mélenchon, dire il n'y a pas de dette, il suffit d'abolir la dette. Tout ça est évidemment faux, mais alors tout discours sur le rééquilibrage financier est un discours technocratique, incompréhensible. Alors comme en plus on mélange les genres, on ne sait pas si on intègre le coût des retraites des personnels de la fonction publique ou pas, plus personne n'y comprend rien, et la population française dit tout ça, c'est pas nécessaire, c'est superflu. Troisièmement, le fait que la mise en cause des élites. Je crois que là, on est quand même dans quelque chose de très lourd. C'est pas seulement, c'est vrai ce que disait Lucie. On a toujours été habitués, Perfit, Crozier, etc. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend ça. Mais il y a quand même un effondrement global de tout ce qui, à droite et à gauche, structurait l'opinion. Le Parti communiste, c'était une formidable machine à unir des intellectuels, des chefs, des responsables d'entreprise, des contremaîtres, à des ouvriers qualifiés, à des ouvriers spécialisés, à des manœuvres. Et il y avait une filière, Thorez, avec son produire de 1945, est très typique. Et à droite, l'effondrement quand même massif de la hiérarchie catholique, avec tout ce que ça implique, comme surmoi, comme exigence d'effort, etc., fait que les gens sont coupés de cela, et quand vous êtes coupés de cela, vous remplacez la revendication, la volonté de solidarité, c'est-à-dire quelque chose qui fait marcher l'ensemble d'un même pas, vous le remplacez par une revendication d'égalité, et d'égalité fondée sur le ressentiment. Là, il y a quelque chose de très lourd, et évidemment, l'individualisme bonapartiste de Macron accentue ce phénomène. Il ne répond absolument pas aux besoins de corps intermédiaires. Enfin, je crois que j'en ai encore un, si vous permettez, et sur la valeur travail. Ça, c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est, à mon avis, très important. C'est pas difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer sans être battu aux élections. C'est le fait que ce qui est très intéressant dans le discours syndical, notamment sur le refus de la mesure d'âge, je ne discute pas de savoir si 65 ans c'est bon ou pas, par rapport au temps de cotisation, c'est l'idée que le temps de cotisation, c'est une période qui est libératoire. Si vous payez pendant un certain nombre d'années, si vous travaillez pendant un certain nombre d'années, vous êtes quitte de l'obligation de travailler, même si vous êtes en bonne forme physique, intellectuelle. Et même à la limite, il faut que vous soyez en bonne forme intellectuelle et physique pour bénéficier à plein de votre situation. Donc il y a l'idée que on doit partir le plus vite possible pour pouvoir bénéficier pendant quelque temps d'une condition de rentier.
Or ça, c'est quelque chose de tout à fait... C'est marcusien, c'est-à-dire il faut libérer l'homme du travail, et c'est pas marxiste, libérer l'homme par le travail. Or, le contrat social, à la base, c'est que de toute manière, vous travaillez dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans des conditions inhumaines. Vous travaillez dans de bonnes conditions tant que vous avez la force intellectuelle et morale, puisque c'est la contrepartie de ce que vous donne la société. Et là, on sent quelque chose de tout à fait impressionnant et je crois d'assez grave, car au bout du compte, ces rentiers, ces 2 ans ou ces 3 ans de rente, par qui sont-elles payées ? Elles sont payées, évidemment, par les jeunes. Donc là, on retrouve quelque chose d'assez structurel. Alors, malgré tout, je termine par une phrase, c'est que tout ça est contre, mais je crois qu'au bout du compte, les Français ont du bon sens, que les raisons pour lesquelles il faut faire ça sont très fortes, et que donc c'est un pari très incertain, mais qui n'est pas nécessairement perdu par le gouvernement. C'est le pari entre le bon sens cartésien et les pulsions. Vive le bon sens, à bas les pulsions. Lucile Schmitt. Oui, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Richard Verly sur la question des arguments lorsqu'on veut faire une réforme de structure. Je pense que lorsqu'Emmanuel Macron a commencé à parler de réforme des retraites, il a abordé la question de l'égalité, de la remise à plat du système et l'idée qu'il fallait, au fond, installer entre les Français la possibilité d'avoir un régime de retraite juste. Aujourd'hui, c'est évidemment le rétrécissement de la perspective qui pèse, me semble-t-il, sur l'absence d'adhésion des Français, voire la colère par rapport à cette question des retraites. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé en un quinquennat ? Le sentiment que cette réforme serait stricto sensu de comptabilité, qu'elle ne bénéficierait pas à ceux qui ont travaillé jeunes et qui ont aujourd'hui un corps usé. Je suis totalement en désaccord avec ce que vient de dire Jean-Louis sur cette question de la retraite et d'être un rentier. Je pense que tout dépend du travail qu'on a exercé, tout dépend de la pénibilité, tout dépend de ce qui s'est passé dans la vie professionnelle, tout dépend de la manière dont on veut s'occuper de ses vieux parents ou de ses petits-enfants. Donc tous ces éléments-là sont d'autant plus importants que l'emploi des seniors en France est un emploi qui n'est pas assuré et qu'aujourd'hui, lorsque vous avez 55 ans et que vous perdez votre job, vous vous retrouvez au chômage. Donc dans cette situation, aborder ça uniquement par le prisme financier est un problème fondamental qui dépasse bien largement la question des employés, des ouvriers, etc. C'est un sentiment d'injustice qui s'installe. C'est aujourd'hui un deuxième point sur cette réforme des retraites par rapport au fait qu'elle passera forcément avec l'accord de LR et que ce matin, dans le journal du dimanche, Éric Ciotti nous dit « La réforme est juste, nous allons la voter, mais il faudra qu'elle soit progressive, 63, 64 ans ». Donc on sent là-dedans revenir des petits jeux politiciens qui, au fond, dérangent, je crois, profondément les Français, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, de la CGT et compagnie. Je pense que le sujet, c'est quand on veut faire une réforme de structure, de trouver non seulement les bons arguments, mais la bonne faisabilité. Ça me rappelle quand la gauche a raté la réforme des 35 heures. On voulait faire une réforme juste, elle a abouti à de l'injustice et aujourd'hui encore, ça se traîne les 35 heures à l'hôpital par rapport à la mise en œuvre concrète. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une réforme juste avec des modalités concrètes qui soient justes également ? C'est un problème en France, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est la complexité ? Mais en tout cas, je ne crois pas du tout que le sujet soit la rente, Jean-Luc. Richard Verly. Oui, si on déplace un peu la focale, comme le dit Jean-Louis, et qu'on regarde l'état finalement assez faible pour le moment de mobilisation sociale, ça veut dire donc qu'il y a, et là je suis d'accord avec Jean-Louis, il y aurait peut-être dans le pays une forme de majorité silencieuse pour la réforme. Le bon sens, quelque part, il est en train de gagner. Mais ce bon sens, il peut pas gagner tout seul. Le bon sens, il faut l'accompagner d'une part d'arguments, d'autre part d'une méthode et quand même de récompenses. C'est-à-dire il faut que les gens lucides sur la situation du pays soient récompensés par une réforme ou par des actes qui leur correspondent. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème de donnant-donnant, Jean-Louis. C'est-à-dire que la difficulté avec Emmanuel Macron, encore une fois, c'est qu'il a peut-être des bonnes intuitions sur l'avenir, des bonnes intuitions sur la nécessité de réforme, mais qu'il n'y a jamais de donnant-donnant. Il n'y a jamais le sentiment que les réformes entreprises vont bénéficier, disons, à l'ensemble de la population de la même manière. Et tricoter ces réformes, comme c'est en train apparemment d'être fait sur la retraite avec la droite, etc., en disant on va bouger ce curseur-là pour aménager, pour obtenir tel vote, etc., à mon avis, c'est totalement désastreux. Parce que ça transforme cette réforme, à mes yeux essentielle, en une manœuvre politicienne, voire politicarde. Et là, c'est la pire des choses
pour que la population y adhère. Béatrice Gibelin. Oui, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi cet âge de 65 ans comme étant vraiment une borne. Bon, on voit qu'elle remonte à 64, 63 ce matin de la part de Ciotti dans le journal du dimanche. Pourquoi ne pas justement simplement raisonner en annuité? Ceux qui commencent tôt, ils s'arrêtent tôt. Ceux qui démarrent tard, ils vont plus tard. Il y a déjà des tas de gens qui, pour avoir leur retraite à taux point, travaillent jusqu'à 65 ans, voire 66 ans, parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ont démarré plus tard. Donc, pour moi, j'ai déjà beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce besoin de repousser cet âge à 65 ans. Parce que là, effectivement, c'est très injuste. Parce que d'une façon, c'est ceux qui ont commencé tôt, qui vont travailler longtemps et qui vont financer les retraites des autres, et c'est souvent les plus fatigués. Donc ça, j'avoue que je ne comprends pas. Et ce qui me fait dire que du coup, on n'arrive pas à argumenter de façon compréhensible, parce que ça serait trop évident de dire ben oui, c'est injuste. Donc on ne le dit pas. Et je pense que c'est quand même là. Moi, je suis très sensible à ce qu'a dit Richard. Le fait de ne pas bien argumenter fait qu'on n'arrive pas bien à convaincre. Et c'est là où on est effectivement en difficulté. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors je m'insurge profondément contre l'interprétation de Lucie de mes propos. Ah. Je crois que ce que j'ai parce que on dit alors c'est rentier. Si il faut partir d'un raisonnement très précis, quelle est la place du travail dans la vie? Alors elle est très limitée, ça en termes statistiques, mais Béatrice, on ne commence pas tôt ou tard, on commence à travailler à 3 ans. On commence à travailler à 3 ans. On emmerde les mômes. À l'école, au collège, au lycée. Moi, je me suis fait virer du lycée par des professeurs sadiques. Il y a 64 ans, le lycée Janson de Sailly. C'est un traumatisme social. Bon, on travaille d'un bout à l'autre de sa vie. On travaille jusqu'à ce qu'on n'ait pas la capacité physique, intellectuelle, et un travail adapté à cela. D'où le fait de ne pas se satisfaire d'une durée de négociation. C'est un problème philosophique. La durée de cotisation, pardon. La durée de cotisation, ça veut dire que vous faites tant d'années, puis c'est quitte. Non. Ce qui est décisif, et c'est là où on pourrait avoir une vraie, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice et ce que pense aussi Lucie sur le fétichisme des 65 ans, ce qui devrait déterminer cette négociation, c'est la capacité de travail des seniors, qui est déterminée par 3 choses: la pénibilité, la pénibilité, la nature du travail et l'état physique du travailleur. Et ça, il faut le prendre pleinement en cause. Il ne s'agit pas du tout de dire ça. Mais quand M. Berger, c'est une hésitation permanente entre un surmoi réformateur et une base immobiliste. La combinaison des deux fait qu'il invente toujours des cathédrales de complexité. Regardez l'affaire El Khomri, ça avait été un très bon exemple de ça. Mais là, ce fétichisme sur la durée de négociation, ça n'est pas justifié. Les gens commencent très tôt à travailler, à 3 ans. Alors, vous me direz, c'est pas le même travail. Et ça, c'est vrai. Qu'on réfléchisse à l'inégalité des revenus, à l'inégalité des conditions de travail, à l'inégalité des promotions. Il y a tout un ensemble de choses à faire pour transformer la condition des travailleurs. Mais en revanche, qu'on dise, comme fini parti, comme on dit à Marseille, on fait 40 ans et puis là c'est fini alors que je suis en pleine forme pour continuer. Non, c'est une philosophie qui est erronée, mais nous savons bien que la société française a cessé d'être marxiste et est devenue marcusienne. Elle ne veut pas se libérer par le travail, elle veut se libérer du travail. Moi, je suis le dernier marxiste français. Ça et Mélenchon le jour de la mort de Louis XVI, je pense que l'année commence fort. Tu nous réveilles en tout cas. Si vous voulez bien, nous allons passer au deuxième sujet que nous avions envisagé, celui de la Chine dans une impasse. Début 2020, lorsque la pandémie a éclaté, Pékin a inventé la stratégie du confinement et sa politique zéro Covid semble avoir d'abord été un succès sanitaire. Mais près de 3 ans plus tard, cette politique portée par Xi Jinping a sapé l'économie
et couper le pays d'un monde qui, lui, a continué son chemin. Au lendemain du 20e congrès du Parti communiste, qui a consacré le pouvoir absolu de Xi Jinping, la Chine a été confrontée à une vague de protestations contre la stratégie zéro Covid, vague d'une ampleur sans précédent depuis le mouvement de Tiananmen en 1989. La colère sociale a gagné l'ensemble du pays après l'incendie le 24 novembre dans la capitale régionale du Xinjiang d'un immeuble confiné et cadenassé, incendie qui a fait au moins 10 morts. Des manifestations violentes contre les confinements sans fin et les tests quotidiens se sont déroulés à l'intérieur des villes dans plus de 15 provinces, dans une centaine d'universités et dans des usines géantes comme celle de Foxconn à Zhengzhou. Beaucoup de citoyens ont réclamé ouvertement la démocratie, la fin du système de parti unique et le départ de Xi Jinping. Les confinements à répétition ont miné l'économie chinoise et sapé son attractivité. La désorganisation de la production et l'effondrement de la demande intérieure limiteront la croissance qui était de 9,5% par an lors de l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012 à 2 ou 3% au cours de la décennie 2020, contre 4,5% en Asie et 7% en Inde. Le ralentissement de l'activité génère déjà un fort chômage qui touche notamment 20% des jeunes, tandis que la population connaît un vieillissement accéléré sans système de retraite ni de santé pour y faire face. La population active pourrait être divisée par 2 en un demi-siècle. Sous la pression de la rue et d'une économie en déclin, Pékin a annoncé le 7 décembre une mise à l'écart de facto de la politique zéro Covid. En 24 heures, la Chine est passée de l'injonction « protéger la vie quoi qu'il en coûte » à « privilégier l'économie à tout prix » et de « l'État prend soin de toi » à « chacun prend soin de soi ». Officiellement, ça n'est pas la politique qui a changé, c'est le virus, martèle la propagande. Jusqu'au 6 décembre, celui-ci était une pneumonie mortelle. Depuis le 7, la Chine l'assimile à une grippe, voire un simple rhume. Cependant, les hôpitaux et les crématoriums sont débordés et les autorités jugent impossible de quantifier l'épidémie. Sur cette question, Béatrice Gibelin. On a été surpris, et au fond, on s'est réjoui quand même, de voir tous ces jeunes Chinois, à la suite effectivement de cet incendie qui est apparu comme un incendie criminel, puisque au fond, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux pour des raisons de Covid et de mise en quarantaine, une réaction forte qui s'est propagée sur presque l'ensemble des grandes villes chinoises. Et le fait que ça démarre du Xinjiang, cet accident criminel, est intéressant, puisque c'est la zone des Ouïghours et c'est la zone sur laquelle le contrôle de la Chine et des Chinois, du gouvernement chinois, s'exerce de façon extrêmement stricte. Et puis, c'est parti comme une traînée de poudre à Shanghai, à Pékin, à Canton, de façon totalement inattendue. Je revois ces jeunes avec ces feuilles A4 blanches, avec rien dessus, de façon à éviter de se faire agrafer par la police. Ça n'a pas manqué quand même qu'ils se fassent agrafer assez rapidement, puisque aussitôt, contre toute attente, le gouvernement a lâché du lest sur le champ effectivement des contraintes Covid. Et puis, depuis le 29 novembre, je crois, on n'a plus vent de manifestations de ces jeunes. Et qui réclamaient quoi ? Non seulement la liberté vis-à-vis du Covid, mais surtout une liberté d'expression, voire demander à dégager Xi Jinping, ce qui était effectivement totalement inattendu. On pourrait peut-être même se demander s'ils étaient conscients de ce qu'ils demandaient. Est-ce qu'ils n'avaient pas pris conscience de la répression qui allait s'abattre sur eux ? Peut-être qu'ils avaient imaginé qu'ils avaient un gouvernement qui était là pour s'occuper d'eux et qui serait bienveillant à leur encontre. Donc or ça surgit un mois après la grande théâtralisation du 20e congrès, où on a l'impression qu'on a un Xi Jinping qui est en majesté, qui contrôle tout, et que tout le monde sera derrière lui. Donc le contraste est tout à fait saisissant. Alors, la Chine est-elle dans une impasse ? Moi, je trouve que la formule est audacieuse. Bon, parce que je ne pense pas que le régime va s'effondrer demain.
il faut plus jamais prendre ses désirs pour des réalités, et qu'ils vont sans doute s'adapter. Mais qu'il y ait des situations extrêmement graves à l'intérieur, c'est important. Le chômage des jeunes. Ce dont on parle peu, c'est la fuite des Chinois. Un exil volontaire des Chinois qui le peuvent, qui est important, y compris avec leur famille. Ce qui est, je crois, un signe de méfiance. Troisième point qui me semble extrêmement important, c'est le changement d'image de la Chine sur l'ensemble du monde occidental. Pas en Afrique, on en est bien d'accord, mais déjà en Asie et très fortement en Occident. C'est-à-dire que cette Chine bienveillante, qui n'intervenait jamais dans les affaires d'autrui, qui était pour le développement de tout un chacun, est perçue désormais comme un nationalisme dangereux, un impérialisme chinois préoccupant, et dont il faut impérativement se méfier désormais. Et pour moi, c'est sans doute à terme ce qui est le plus intéressant à voir dans les rapports de force. Les États-Unis ferment la haute technologie aux Chinois, les tensions sont réelles. Ce qui se passe autour de Taïwan est un signe important. La position de la Chine vis-à-vis de la Russie dans l'invasion de l'Ukraine, où s'ils ne votent pas contre, ils sont quand même plutôt pour. Donc on est sur un moment, je crois, où pour la Chine, il peut y avoir un basculement extrêmement important. Richard Verly. Il y a eu un basculement de narratif. C'est au fond ce qui est en train de se passer et dont on ne connaît pas encore les conséquences, parce qu'on ne sait pas ce que va donner cette politique de libéralisation, entre guillemets, chinoise, du point de vue du confinement et des régulations sanitaires. Le changement de narratif, c'est que Xi Jinping a bâti son ascension, sa réélection et son maintien au pouvoir sur un succès, sur l'idée qu'il était l'homme qui donnait à la Chine les clés de son avenir et que cet avenir serait un succès en termes de récupération de Taïwan. Il y a déjà eu Hong Kong, ensuite il y aura Taïwan, un succès économique et un succès militaire, ça va de pair avec ce que je disais sur Taïwan. Or là, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un régime qui apparaît aujourd'hui comme ayant un énorme boulet, qui est synonyme d'échec, puisqu'il a échoué au moins quand même sur deux niveaux. Premièrement, il a échoué à produire un vaccin efficace, alors que toutes les autres grandes puissances, même si ça a été chaotique et compliqué, ont accouché de vaccins efficaces. Et deuxièmement, qu'il a échoué simplement à faire adhérer sa population à une politique, puisque la politique de confinement, on a bien compris que les Chinois n'en voulaient pas, et même à l'époque mais ils n'en voulaient pas non plus à l'époque où elle leur a été imposée. Alors que, encore une fois, en Occident, il y a eu aussi le confinement, moins strict qu'en Chine, mais les populations y ont quand même adhérer. Donc ce basculement de narratif, il est absolument essentiel. Alors après, il y a quelles conséquences on en tire. Si on estime, et le si a de l'importance, le si avec un S et non pas avec un X, que aujourd'hui il y a une confrontation programmée entre la Chine et l'Occident, c'est une chance pour l'Occident ce qui est en train de se passer en Chine. Il faut bien le dire. C'est-à-dire que le régime chinois est en train de s'affaiblir, il est en train de devenir plus vulnérable, et étant plus vulnérable, comme il a des contraintes économiques énormes, il devra quand même faire des concessions, et c'est peut-être le moment d'en profiter. Je suis désolé d'avoir cette approche géopolitique très rationnelle, mais c'est peut-être le moment d'imposer à la Chine... C'est le moment d'imposer à la Chine un certain nombre de concessions. J'avoue avoir été stupéfait quand j'ai appris que l'Union européenne propose de donner des vaccins à la Chine. Qu'on vienne en aide à la Chine, qu'on lui propose des vaccins à prix coûtant, mais j'aimerais savoir pourquoi l'Union européenne, les 27 pays membres qui ont, avec difficulté, accouché via des firmes privées de ces vaccins, qui les ont payés très cher, pourquoi on devrait maintenant les donner à la deuxième puissance économique mondiale. Je veux dire, à Bruxelles, ils sont juste fous alliés. Donc, soit on considère, encore une fois, qu'il y a un rapport de force, on peut le regretter, on peut dire qu'on aimerait que la Chine soit partenaire, mais si on estime qu'il faut à un moment donné tordre un peu le bras à ce géant, profitons-en. Si on estime en revanche, et il y a des gens qui défendent cette thèse, que la Chine est un partenaire et qu'il ne faut pas procéder ainsi avec elle, alors dans ce cas, venons-lui en aide, mais n'oublions pas que pour Xi Jinping, là, il n'y aura jamais de donnant-donnant, ce sera toujours l'intérêt de la Chine avant celui des autres et de la communauté internationale. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant dans la période actuelle,
c'est que si nous pouvions avoir un fantasme sur le fait que les dictatures étaient fortes, lorsqu'il s'agit de Poutine ou de Xi Jinping, on s'aperçoit que les démocraties sont certes fragiles, mais que les dictatures sont aussi extrêmement fragiles. Je vous rappelle que lorsque l'épidémie de Covid a éclaté, on nous a dit que la Chine menait la diplomatie des masques, qu'en fait ils étaient très puissants et qu'ils avaient à la fois répandu la pandémie et que par ailleurs ils allaient en tirer des bénéfices politiques et économiques puissants. Rappelons-nous aussi comment l'OMS à l'époque a hésité au fond à qualifier le fait que la pandémie venait de Chine. Donc on est dans une situation, je ne sais pas si c'est seulement un changement de narratif comme le dit Richard Verly, mais on est dans une situation où en tout cas la question du lien entre démocratie et dictature est posée différemment et ça me semble un point très essentiel. Nous réalisons par exemple que lorsque Xi Jinping a pris la tête de la Chine en 2012, très rapidement, il a pris une position politique, une posture très différente de ses prédécesseurs. Il a assumé le nationalisme, il a assumé le pouvoir et il a assumé la personnalisation du pouvoir. Mais aujourd'hui, cette personnalisation extrême et au fond cette dictature assumée, on s'aperçoit que face à cela, une société qui n'est pas une société qui vit en régime démocratique, on le sait, trouve des ressorts démocratiques puissants. Ce qui se passe lorsque les étudiants dans les universités chinoises opposent au régime des feuilles blanches pour montrer qu'ils n'ont même pas besoin de dire pourquoi est-ce qu'ils résistent, mais qu'au fond, la censure ne les arrêtera pas, je trouve que ce sont des images d'une force incroyable qui montrent comment le ressort démocratique existe partout dans le monde. La deuxième chose que je voulais dire, sans être trop longue, c'est que Xi Jinping, c'est quand même Ubu qui le dispute à Kafka. C'est-à-dire que c'est vacciner d'abord les actifs, les agents des douanes, ceux qui manipulent les poissons et les légumes, parce qu'on sait que le virus vient de l'extérieur. Donc c'est la manière dont les régimes dictatoriaux reconstruisent la réalité, et au fond c'est le déni de réalité qui aujourd'hui saute à la tête de ce dictateur, et ça je trouve ça extrêmement réconfortant. Je me dis que peut-être ça ne se passera pas à Hong Kong comme nous l'imaginions il y a encore quelques mois, je me dis que peut-être nous allons vivre un moment où au fond les ruptures prendront des allures positives, alors même que ce début d'année avait commencé d'une manière parfois sinistre. Jean-Luc Bourlanges. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de dire ce que vous dites sur l'échec relatif de Xi et je dirais pas la fragilité, mais en tout cas la toxicité des dictatures et leur incapacité à relever les défis auxquels elles sont confrontées, mais hélas, pas forcément leur vulnérabilité en termes de survie. Que ce soit en Iran, en Chine ou ailleurs, on voit bien que les méchants ont la vie dure, si j'ose dire. Mais je crois qu'il faut vraiment, ce que vous suggérez tous, bien partir de l'idée que ce qui s'est passé en 2013, c'est-à-dire quand Xi a pris le pouvoir, c'est une rupture extrêmement profonde par rapport à tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée de Deng Xiaoping, depuis la disparition de la vieille garde maoïste. Sur le plan idéologique, d'abord, il y a un abandon total du pragmatisme vaguement libéral, enfin assez réellement libéral, de M. Deng, et un retour à un marxisme, d'ailleurs, réduit à ce qu'il y a de pire dans le marxisme, mais alors là, c'est pas mon marxisme, je tiens à le dire. Donc, quelque chose, quand même, un retour à une espèce de chape de plomb maoïste et extrêmement pénible, et qu'on croyait impossible, parce que on avait quand même le souvenir du grand bond en avant, de la révolution culturelle. Tout ça, on se disait, c'est vraiment, alors là, dans les poubelles de l'histoire. Bien non. Sur le plan des libertés, je me rappelle, j'étais allé à Canton dans les années 2000, pas très longtemps, mais j'avais vu des gens, etc., qui étaient dans une atmosphère de relative libéralisation. Ils étudiaient à l'université, ils racontaient ce qu'ils faisaient, etc. On a un resserrement de toutes les libertés, et accompagné d'une mobilisation des ressources technologiques les plus modernes et les plus inquiétantes, et prolongée par une manipulation de l'humain lui-même, de l'homme augmenté, de l'homme manipulé. C'est un refus de l'humanisme qui peut vraiment déboucher sur le meilleur des mondes. Donc on est là en face d'un défi humaniste de première grandeur. Sur le plan économique, on a une reprise en main étatique qui se révèle assez négative, assez catastrophique, assez peu favorable, et l'affaire du Covid le montre, à l'innovation scientifique. Et sur le plan international, un nationalisme, agressivité, avec effectivement des
un corps diplomatique qui estime nécessaire d'insulter quand c'est les pays dans lesquels ces ambassadeurs se trouvent. Tout ça est prodigieusement absurde. Tout ça ne produit que des résultats négatifs. Et le modèle de Xi, actuellement, c'est la compensation d'un dissensus accepté, cultivé, imposé par un surcroît de violence avec des moyens considérables. Alors face à cela, comment réagir ? Je crois que les Américains ont raison sur un plan précis, c'est de dire que nous avons affaire à beaucoup plus qu'à un rival systémique, nous avons affaire à une claire menace sur les valeurs fondamentales des sociétés humaines telles que nous les concevons en Occident, les valeurs de liberté, de respect de l'homme, des droits, etc. Tout cela est fondamentalement mis en cause, ce qui ne l'était pas à l'époque du marxisme. À l'époque du marxisme soviétique, par exemple, c'était le stalinisme, qui était une déviation du système, mais le fond humaniste était quand même quelque chose dont on continuait de se réclamer. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. En revanche, et c'est pour ça que je me méfie quand même un tout petit peu de cette notion que cultive un peu le président Macron après le général de Gaulle, qui est la notion d'équilibre, puissance d'équilibre. Alors on devrait être un peu entre les deux. Non, je crois que c'est pas comme ça que ça se présente. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nos intérêts, les intérêts des États-Unis, les intérêts des Occidentaux et les intérêts des pays du reste du monde ne sont pas forcément alignés vis-à-vis de la Chine. Et donc, il est normal que nous défendions, par exemple, quand les Américains produisent l'IRA pour lutter contre la concurrence chinoise, nous recevons une balle perdue. Et les Allemands, en particulier, sont très directement atteints dans leur rapport avec la Chine, ce qui pose d'ailleurs un problème énorme, peut-être le plus gros problème pour l'Union européenne, c'est d'avoir une attitude commune vis-à-vis de la Chine, parce que les Allemands sont infiniment plus engagés que n'importe qui d'autre dans une relation de coopération avec la Chine. Et non, nous défendons des intérêts, nous devons ménager les voisins, les opportunistes qui veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, mais nous ne devons pas avoir l'illusion que nous sommes une sorte de continent intermédiaire entre des valeurs excessives qui seraient celles de la communauté atlantique et puis des valeurs différentes qui seraient celles de la Chine. En réalité, nous sommes engagés dans un combat frontal avec des moyens différents. Béatrice Gibelin. J'ai fini. Bon, moi, je pense quand même qu'on est à un moment extrêmement important et je pense que là-dessus on est tous d'accord. C'est-à-dire que la Chine se voyait devenir la première puissance mondiale dans un laps de temps assez court. C'est-à-dire qu'elle allait dépasser les États-Unis. Et c'était l'objectif de Xi Jinping très, très clairement, avec toute la fierté des Chinois derrière lui, c'est sûr, dans ce nationalisme. Et en se disant que de toute façon, parce qu'on revient à un marxisme pur et dur, interprété à la chinoise, qu'ils ont le temps devant eux et que ce modèle-là, inévitablement va gagner. Et on est à un moment, à mon avis, extrêmement important, y compris pour les autres pays, parce qu'on a vu combien, par exemple, un certain nombre d'États africains suivaient la Chine. Mais si la Chine est en grande difficulté, avec des grandes tensions, puisque vous parlez d'opportunisme, Jean-Louis, on verra des rebasculements extrêmement importants. Donc les équilibres géopolitiques du monde peuvent changer beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant que la Comédie Française a beaucoup évolué, sa troupe aussi, son public également, et en vous disant qu'Aliette Martin a vécu au cœur de cette évolution, qu'elle a vu tous les spectacles donnés pendant les 42 ans qu'elle a passé rue de Richelieu, qu'elle a travaillé avec 10 administrateurs, Pierre Dux, Jacques Toja, Jean-Pierre Vincent, Jean Le Poulain, Antoine Vitesse, Jacques Lassalle, Jean-Pierre Miquel, Marcel Bozonnet, Muriel Mayette-Holtz et enfin Éric Ruff. Qu'est-ce qu'elle faisait à la Comédie Française pendant ces 42 ans ? Eh bien, si j'en crois la préface de Denis Podalides, préface donnée au livre qu'Aliette Martin publie sous le titre « Ma Comédie Française, une histoire intime de la maison de Molière », si j'en crois la préface de Denis Podalides, Aliette Martin était truchement.
Elle était un truchement entre le possible et le faisable, entre les exigences des metteurs en scène, les souhaits et les contraintes des comédiens, entre la troupe et les administrateurs, entre les innovations et les 3 siècles de tradition qui rendent ce théâtre unique, mais qui en font un vaisseau lent à la manœuvre, tout en étant capable d'assurer une alternance de spectacles sans équivalent et de proposer au public 4 spectacles différents en un week-end. Elle en a connu de la maison toutes les crises et tous les avatars. Elle a aidé la maison, avec un M majuscule, à passer d'un administrateur à un autre, d'une vision artistique à une autre. Elle a soutenu ses administrateurs dans leurs rapports souvent difficiles avec leur tutelle. Elle a mesuré l'excellence des différents corps de métier qui concourent au spectacle, mais aussi leur saute d'humeur. Bref, elle a tout vu et elle le raconte avec une affection précise, discrète quand il faut l'être, ferme quand il s'agit de l'idée qu'elle se fait de la maison et qu'elle sort ses griffes et distribue les coups de patte à ceux qui méconnaissent cette idée. Quand son tour est venu de quitter la Comédie Française, la troupe et toute la maison lui ont fait la surprise d'un hommage mémorable et elle leur rend dans ce livre la monnaie de leur pièce, et c'est une monnaie frappée à l'effigie d'un amour inconditionnel et donc exigeant. Richard Verly. Bien, pour cette brève, je vais me permettre de vous transporter hors des frontières françaises. La période s'y prête. Certains d'entre vous prendront peut-être ou ont pris l'avion pour aller en Grèce. J'étais à Athènes récemment et il y a une magnifique et très touchante exposition au nouveau musée Benaki d'Athènes sur la catastrophe, c'est-à-dire l'affreux génocide littéralement des Grecs d'Asie mineure après la Première Guerre mondiale, lorsque la Turquie d'Atatürk les a expulsés et vous savez que la ville d'Izmir notamment a été totalement, la ville de Smyrne devenue Izmir, a été totalement incendiée. Et ce qui m'a frappé, alors l'exposition est absolument magnifique parce qu'elle raconte avec quantité de documents le destin de familles grecques d'Asie mineure, mais ce qui m'a frappé, c'est une chose, c'est qu'à cette époque, on est en 1922, eh bien il y a 2 puissances, les puissances sur lesquelles comptait historiquement la Grèce, qui sont le Royaume-Uni et la France, qui abandonnent complètement le pays, qui abandonnent la Grèce, qui abandonnent les Grecs, et c'est aux États-Unis que va se mettre en place l'effort humanitaire. Ce sont les Américains qui vont faire pression sur la Turquie pour finalement pouvoir envoyer des secours humanitaires et essayer de panser les plaies de cette affreuse catastrophe. Je trouve qu'aujourd'hui, à la lumière de la guerre en Ukraine, ça devrait nous faire réfléchir. L'anti-américanisme est extrêmement prégnant, mais dans cette catastrophe-là, on a vu que quand les États-Unis bougent, ça a quand même un effet. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, c'est un petit ouvrage qui s'appelle Vlad le Destructeur. Pourquoi l'Ukraine ne veut pas être russe. C'est 2 auteurs, Michel Juffé et Vincent Simon, qui sont à la fois des enseignants de classe prépa, mais qui sont aussi des historiens. Et c'est un petit livre que je trouve très utile, parce qu'au fond, cette histoire de l'Ukraine, on la connaît pas très bien. On a nos propres représentations sur l'Ukraine et ça permet de resituer les choses dans le temps et de comprendre que depuis des siècles, pour la Russie, la nation ukrainienne n'a pas existé et que au fond, ils sont des frères, entre guillemets, mais des frères sous domination, c'est-à-dire pas des frères au sens où on pourrait l'entendre, mais qu'ils n'ont qu'à être russes. Et ce petit livre rappelle l'ancienneté des combats compliqués, une nation qui se construit en ce moment, véritablement dans le combat, pour devenir sans doute une république civile, au-delà des différences linguistiques, ethniques, religieuses. C'est un petit livre qui peut être très utile pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais recommander le livre qui est paru aux éditions Pugue, Le vote clivé, les élections présidentielles et législatives d'avril et juin 2022, sous la direction de Pascal Perrineau, qui était l'ancien patron du CEVIPOF, et qui réunit dans ce livre les principales signatures de la science politique française qui ont vraiment fait la réputation du CEVIPOF et de Sciences Po. Je pense à des gens comme Daniel Bois, Jean Chiche, Jérôme Jaffré, Anne Muxel, Pascal Perrineau lui-même, Philippe Reynaud, qui n'est pas tout à fait de la même équipe. C'est un ouvrage qui nous éclaire
sur un élément central, qui est le vote présidentiel et législatif, qui a quand même confirmé le passage d'une organisation bipolaire à une organisation tripolaire de la vie politique française, qui est donc un événement considérable. Et si j'attire votre attention là-dessus, je voudrais vous lire 3 lignes de Pascal Perrineau en remerciement. Merci, dit-il, à Pierre Bréchon, directeur de collection au PUG, d'avoir accueilli ce 14e volume des chroniques électorales que j'avais recréé après François Gauguel aux presses de Sciences Po en 1992 et que celles-ci n'ont pas jugé bon en 2022 de prolonger. Je crois que ces mots disent tout, à savoir que le meilleur de la tradition de la politologie française telle qu'elle était pratiquée à Sciences Po est maintenant récusée par Sciences Po elle-même. Et c'est en dehors de la presse de Sciences Po, de la Fondation, que Perrineau et son équipe doivent nous a livré cette contribution importante. Je ne comprends pas, ou je m'inquiète, de voir, quel que soit l'intérêt de toutes les réflexions qu'on mène en politologie à Sciences Po sur le genre, la racialisation, etc., je m'étonne qu'on ne considère pas qu'un événement électoral aussi important que l'élection présidentielle suivie des élections législatives ne soit pas digne de réflexion et de publication par la Fondation nationale de sciences politiques. Il y a quelque chose de grave dans cette carence. Lucile Schmitt. Alors moi, j'espère que je ne vais pas apparaître seulement du côté du genre, mais je voulais vous recommander un roman d'une jeune romancière qui est à la fois d'origine roumaine et congolaise, qui s'appelle Annie Lulu, et qui a écrit un 2e roman, Peine des Fauves. Son premier roman avait été très remarqué, il rendait compte d'ailleurs de ses origines, puisqu'il s'appelait La mer Noire dans les Grands Lacs. Elle a une mère roumaine et un père congolais. Et ce roman, Peine des Fauves, est clairement un roman qui est écoféministe, qui met en scène 3 générations de femmes, avec, évidemment, les hommes sont là aussi, mais ce sont les femmes qui occupent le centre du récit, du romanesque, avec des images extraordinaires. Lorsqu'une femme donne, par exemple, naissance à un bébé femme, il y a un éclat volcanique, on voit les femmes donner le sein à des antilopes en pala. Enfin, c'est un roman chatoyant qui nous emmène dans des imaginaires extrêmement différents et qui va de la Tanzanie aux campagnes écossaises en passant par Paris et Rome. Donc un univers merveilleux et qui, je crois, nous invite à regarder toute cette question des thèses écoféministes avec, je dirais, tout le merveilleux, tout l'imaginaire et toute la capacité d'espérance qu'elle comporte. Ça ne conduit évidemment pas à récuser la question des études électorales. Tout ça doit vivre dans une même culture. Merci beaucoup. Et si je dis que les antilopes en pala ont bien de la chance, est-ce que je me retrouve à MeToo? Merci à l'école alsacienne qui nous accueille et à son directeur Pierre de Panafieux. Merci à Laurie Galigani et Christian Sori qui ont enregistré cette conversation d'aujourd'hui et qui vont enregistrer celle que nous mettrons en ligne mercredi. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compendium auquel vous pouvez vous abonner, à Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes, Philippe Meyer l'autre, celui avec un F, avec qui cette émission a aussi été assurée. Merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission et rendez-vous mercredi pour la diffusion de notre conversation avec le public, nos échanges avec le public et dimanche prochain pour un nouvel esprit public.